Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. On parle aujourd'hui de la chirurgie endoscopique. Cette technique chirurgicale moins invasive diminue les traumatismes et les complications post-opératoires. Une première mondiale a été réalisée à Marseille, à l'hôpital Nord, il y a 15 jours. Un estomac a été dérivé vers l'intestin totalement par voie endoscopique, c'est-à-dire sans aucune incision de la peau. Quels patients peuvent être opérés de cette façon? Cette technique est-elle la chirurgie du futur? C'est ce que nous allons voir avec nos invités, le professeur Marc Barthé, gastro-entérologue au sein de l'hôpital Nord, le professeur Stéphane Berda, chirurgien digestif dans ce même établissement, et une infirmière de bloc opératoire, Corinne Valentini. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Parlons d'abord de cette première mondiale. De quoi souffrait le patient dont l'estomac a été dérivé le 15 janvier dernier? Le patient avait un rétrécissement de son duodénum, c'est-à-dire la partie de l'intestin grêle qui suit l'estomac, et donc ne pouvait plus s'alimenter. C'était comme un évier bouché en quelque sorte, et donc il fallait court-circuiter ce rétrécissement par voie endoscopique ou chirurgicale. Enfin, ce qui était prévu, c'est une voie chirurgicale, mais la chirurgie n'était pas possible dans un premier temps pour des raisons que je vous expliquerai ultérieurement si vous voulez. Je pense qu'on peut voir une image justement du duodénum. Vous avez ici sur ce dessin d'anatomie, à gauche, vous avez l'endroit où ça se situe dans le ventre, donc la partie inférieure, et vous avez à droite, vous avez l'estomac, vous avez un tuyau noir qui arrive dans l'estomac, et après l'estomac, vous avez justement ce fameux duodénum, et donc ça a consisté à mettre l'estomac en communication avec la partie du duodénum, le tuyau que vous voyez descendre en dessous de l'estomac. Professeur Berda, c'est un patient qui était inopérable dans le cadre d'une chirurgie classique. Pour quelle raison? Alors, c'est inopérable, c'est un patient qui aurait pu être opéré par voie chirurgicale classique, mais c'est une chirurgie qui est plus lourde, très risquée, qui est plus risquée. Et c'est tout l'objectif justement de ces travaux de recherche qu'on développera ensemble au cours de cette émission, d'essayer de diminuer l'agressivité des gestes qu'on va faire, qu'ils soient des gestes thérapeutiques ou diagnostiques. Et donc, tout l'objectif des travaux que nous réalisons avec le professeur Marc Barthé, c'est de diminuer cette agressivité. Donc la chirurgie habituelle aurait été plus agressive et l'idée c'était de faire quelque chose de moins agressif. Avec plus de complications post-opératoires peut-être? Potentiel, évidemment. Moins on aura d'incisions, moins on aura d'agressions et moins il y aura de complications. L'avenir a prouvé que c'était vrai pour ce patient en tout cas. On parle d'une opération inédite, pour quelle raison? On parle d'opération inédite pour deux raisons. La première, c'est que cette opération n'a jamais été faite, c'est-à-dire de traverser avec un endoscope souple une paroi du tube digestif. C'est une chose qu'on ne fait pas. Autrefois, c'était même une interdiction. L'endoscope devait rester dans la lumière digestive et si on la traversait, on avait des complications graves comme une péritonite. Le risque de toucher d'autres organes. Et le risque de toucher d'autres organes, mais surtout le risque d'infecter la cavité abdominale avec une péritonite. Et la deuxième, c'est une nouvelle façon de coudre deux parties du tube digestif entre elles, puisque normalement en chirurgie, on le fait avec des aiguilles, que ce soit mécanisé, automatique ou que ce soit fait à la main par le chirurgien. Là, on a utilisé une prothèse spéciale qui permet d'apposer les tissus entre eux et de les fusionner entre eux. Alors donc, il n'y a eu aucune incision de la peau, tout est passé par la bouche du patient. On a justement des images de cette opération, vous allez pouvoir nous expliquer comment ça s'est passé. Je vais essayer. Tout est passé par voie orale, donc c'est une dérivation qui a été réalisée grâce à des outils endoscopiques. Qu'est-ce qu'on a sur cette image? Alors, si on peut revenir sur l'image précédente, alors celle que vous avez à l'écran là, c'est une image où vous voyez dans le fond, en bas c'est la lumière de l'estomac et dans le fond vous avez une prothèse. C'est une prothèse en fait qui fait 2 cm de long et qui fait à peu près 2 cm d'ouverture de diamètre et qui permet en fait donc de mettre en communication et d'attacher les segments digestifs les uns aux autres pour qu'ils tiennent, qu'il n'y ait pas de fuite, qui est ce que l'on craint au cours de n'importe quelle intervention chirurgicale. Et sur l'image précédente, je crois qu'on voit sur l'image présente, c'est le scanner qui vous permet de comprendre. C'est un scanner, c'est une coupe transversale et en fait vous avez en haut une partie où vous avez un niveau noir et un niveau gris en dessous, c'est l'estomac en fait avec du liquide dans l'estomac. Et vous avez un espèce de petit diabolo blanc que vous voyez, c'est en fait la prothèse qui va relier l'estomac, sa face postérieure, à l'intestin grêle qui est juste en dessous. Corinne Valentini, c'est difficile de pratiquer cette chirurgie, vous en tant qu'infirmière, j'imagine qu'il y a des gestes très précis. Difficile un petit peu quand même, mais nous avons quand même l'avantage de travailler avec le professeur Barthé qui au préalable nous a quand même bien expliqué l'indication, pourquoi on faisait ça, quel instrument on allait utiliser, des nouveautés. Donc on a pratiqué cette intervention de manière sereine, puisque bon, on avait quand même déjà le schéma, l'explication et donc
Oui, c'est un apprentissage qui s'est fait en bloc opératoire, hein, oui. finalement. Oui, oui. Mais l'avantage, c'est que M. Barthé, quand même, nous avait bien expliqué tout le déroulement de l'intervention qui était nouvelle. Et concrètement, donc, ce qui a été réalisé, c'est ça, on a relié l'estomac à l'intestin, on les a reconnectés? Absolument, c'est de la tuyauterie toute simple en fait, hein. C'est assez simple à comprendre, le circuit digestif doit être complet de la bouche jusqu'à l'anus, il doit y avoir une continuité, et parfois cette continuité est interrompue. Donc ce patient avait une continuité interrompue à la sortie de l'estomac, comme l'a dit M. Barthé, donc très précocement, il fallait absolument, pour qu'il puisse s'alimenter, que l'estomac puisse se déverser dans l'intestin. C'est ce qu'on a réalisé. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. C'est d'ailleurs pas très compliqué à réaliser chirurgicalement, mais au prix d'une intervention chirurgicale qui consiste à ouvrir le ventre, à prendre le morceau d'estomac et le morceau d'intestin, les ouvrir et les coudre l'un à l'autre, comme l'a dit Marc Barthé, par le biais parfois d'agrafes ou de fils qu'on coud tout simplement à l'ancienne. Donc ça, c'est les choses les plus simples à comprendre. Tout le but de ce qu'on fait, c'est d'essayer de les rendre moins agressifs, comme je vous le disais, et effectivement, c'était l'idée qui a prévalu à cette première mondiale. Alors c'est un patient âgé de 30 ans donc, qui est venu le 15 janvier et qui est revenu 4 jours après. On a justement des images qui ont été tournées lors de ce contrôle. Quel était l'objectif, professeur Barthé ? Eh bien, en fait, ce patient, d'abord, il nous avait été envoyé d'un autre CHU, car il était très compliqué à opérer, parce qu'en fait, il avait une autre complication, c'est qu'il avait des varices tout autour de l'estomac, parce qu'il avait bouché une grosse veine qui va au foie, et donc il avait des varices tout autour de l'estomac qui rendaient la chirurgie encore plus périlleuse, enfin, beaucoup plus compliquée. Donc ce patient nous avait été confié, et avec les travaux qu'on avait fait avec le professeur Berda au laboratoire d'expérimentation, on a mis au point cette technique, et on a décidé, à titre compassionnel, de commencer pour ce patient qui n'avait pas d'autre solution raisonnable, disons, de le faire chez lui. Donc ce patient a été opéré un mercredi après-midi. Le jeudi, il a recommencé à boire. Le vendredi, il a recommencé à manger une alimentation mixée. Le lundi, on a fait le contrôle que vous avez pu voir sur l'écran. Et le mardi, le patient est sorti, donc moins d'une semaine d'hospitalisation. Et le patient a remangé, il ne pouvait plus manger, il vomissait plusieurs fois par jour, et donc il va très très bien. Et je crois qu'il va revenir pour enlever la prothèse, c'est ça ? Il va revenir pour enlever la prothèse et faire un contrôle. Et après, ce sera terminé ? Après, ça sera terminé avec le suivi, bien sûr, parce que c'est une technique nouvelle. Comme toute technique nouvelle, bien sûr, il faut suivre le patient de façon très précise. Alors, on l'a dit, cette chirurgie est moins traumatisante. Est-ce qu'elle a d'autres avantages ? Oui, elle en a énormément. Tout notre, disons, l'évolution actuelle des techniques chirurgicales, et je mets ce terme d'une manière générale, chirurgicale, ça inclut aussi ce que fait le professeur Barthé, puisque ce sont des techniques qui sont des techniques efficaces. Eh bien, tout concourt, après avoir mis au point des techniques fiables, maintenant à les rendre moins agressives. Et c'est toute l'évolution de la chirurgie actuellement, c'est-à-dire de passer d'une chirurgie avec des grandes ouvertures à une chirurgie que tout le monde connaît maintenant, avec des petites ouvertures qui ne font que quelques millimètres. On a déjà abordé dans certaines émissions. La avec moins de cicatrices. Exactement. Avec moins de cicatrices. C'est-à-dire la célioscopie, éventuellement aidée par le robot, on l'a déjà abordé aussi. Mais je crois qu'il y avait un monde entre la chirurgie avec des grandes cicatrices et la chirurgie avec des petites cicatrices. Déjà, c'était un monde de progrès. Mais je crois qu'il y a un univers de progrès entre des petites cicatrices et plus de cicatrices du tout. Et je crois que c'est un petit peu notre but avec Marc, et je dirais vraiment quelque chose en quoi on croit beaucoup, même si c'est difficile à mettre en œuvre, parce que pour gagner quelques centimètres de cicatrices, ça a été beaucoup de travail, mais pour supprimer complètement les cicatrices, c'est énormément de travail. Ça ne se fait pas aussi facilement que ça, mais en tout cas, on pense qu'on va y arriver, et c'est, disons, des prémices très intéressantes. Oui, parce que c'est le premier cas humain dans le monde. Réussir une telle opération, j'imagine, a nécessité des années de recherche ? Absolument, et vous dites le terme de recherche, c'est un très bon terme. Certains patients ont déjà été opérés avec des techniques similaires, parfois hybrides, où on combine effectivement des techniques à travers les orifices naturels associés à une seule incision ou 2 petites incisions uniquement, mais des patients où on ne fait aucune incision, il y en a extrêmement peu, et pour ce type de chirurgie, qui est une chirurgie lourde, comme vous l'a dit M. Barthé, c'est le premier. Effectivement, il y a beaucoup de recherches. Combien d'années ? Il y a au moins 3 ans qu'avec M. Barthé, on travaille dessus. En collaboration, oui. En collaboration très étroite, et je crois que il le sait, je veux le dire publiquement, non seulement en collaboration professionnelle, mais très amicale, parce qu'on a la chance qu'une amitié nous unisse, et ça aide aussi à ça, qui est aussi lié au respect professionnel, oui. Mais aussi au respect professionnel qu'on a l'un pour l'autre, et donc on a une vraie synergie. Et je crois qu'aujourd'hui, ça n'est possible que comme ça, et c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça veut dire 3 ans de travaux dans un laboratoire
qu'on occupe Marc Barthé et moi, où on fait de l'expérimentation, évidemment, pas humaine au départ, hein, mais animale, évidemment, avec tous les respects des règles et du bien-être des animaux qu'on utilise. Sur quels animaux est-ce que vous avez travaillé? Principalement des cochons, hein, qui sont des animaux qui ont une anatomie très proche de l'homme et qui sont tout à fait propices à pouvoir mettre au point ces techniques qui nous permettent aujourd'hui ces progrès. Et dans des conditions de respect des animaux, j'imagine? Absolument, c'est extrêmement réglementé du point de vue européen et les animaux n'ont bien sûr strictement aucune souffrance. Alors c'est une opération qui était très risquée il y a encore quelques années, on l'a dit notamment parce qu'il y avait un risque de toucher des organes, il y avait d'autres risques également, un risque peut-être que le patient décède sur la table d'opération. Ah oui, bien sûr, si vous ne faites pas votre intervention correctement, vous pouvez entraîner le décès du patient, donc il fallait que l'intervention soit extrêmement balisée, donc on avait préparé un protocole opératoire avec à chaque étape comment on faisait si jamais il y avait un échec ou une complication de chaque étape, et le professeur Berda était là en cas de gros problèmes ou d'impossibilité de conclure l'intervention sur le plan endoscopique pour pouvoir rattraper les choses sur un plan de chirurgie conventionnelle qu'on voulait bien sûr éviter pour ce patient. Donc il y a un énorme travail de recherche avant pour le concevoir, puis après de protocole opératoire pour ce patient. Corinne Valentini, j'imagine que les patients, il faut les rassurer. Est-ce que ce patient-là, en l'occurrence, était inquiet avant la toute première opération ? Je pense que, il était inquiet comme tous les patients qui viennent quand même dans un bloc opératoire, mais nous sommes une équipe, déjà dès le départ du patient, on est une bonne équipe, donc on rassure le patient, puis je crois que c'est une manière d'être et de faire qui fait que les patients sont quand même rassurés, on discute avec eux, on les touche, et les patients n'étaient pas plus inquiets qu'un autre patient. Je pense qu'il était en confiance. J'imagine que ça change peut-être quelque chose pour l'opération, le fait que le patient soit en confiance, qu'il se sente rassuré? Bien sûr, sur le plan anesthésie, le patient déjà le réveille. Oui, le patient est déjà beaucoup moins stressé pour son intervention et les conditions anesthésiques sont bien meilleures et le réveil est certainement aussi bien meilleur. Quels sont les mots pour rassurer un patient? Qu'est-ce que vous lui dites? On n'a pas un protocole, ça se fait de manière naturelle. C'est un échange, ça va être un regard, un sourire. Je ne peux pas vous dire exactement les mots parce que ça se fait sur le moment, quoi. Ça se fait de manière naturelle et instinctive. Alors, professeur Barthé, l'opération a eu lieu le 15 janvier avec un contrôle 4 jours après. Comment se porte ce patient aujourd'hui? Le patient se porte très bien, je l'ai eu au téléphone hier. Il va très bien, il va revenir la semaine prochaine pour que je retire sa prothèse et qu'on contrôle sa nouvelle jonction entre l'estomac et le duodénum. Alors on peut peut-être aller plus loin, penser que cette procédure pourrait être utilisée pour réduire par exemple l'appétit des patients obèses, ça peut être le cas? Alors ça, c'est une voie de recherche importante. Évidemment, là, on rentre dans des techniques dans des considérations plus techniques et plus médicales. L'idée de faire des courts-circuits, évidemment, permet d'envisager de faire perdre du poids aux patients. Ça a beaucoup d'avantages. D'ailleurs, c'est déjà pratiqué aujourd'hui en chirurgie. On fait des courts-circuits, c'est-à-dire que si on a un certain nombre de mètres d'intestin, eh bien, on en court-circuite une certaine longueur de manière à diminuer l'absorption. Mais il y a aussi c'est-à-dire on coupe un morceau quand Non, justement, c'est pas absolument nécessaire. Il suffit simplement de le mettre hors circuit. C'est-à-dire qu'au lieu de raccorder l'estomac au début de l'intestin grêle, on le raccorde. On va plus loin. Exactement, un petit peu plus loin, de manière à ce qu'une partie de l'intestin ne serve plus, ne soit plus utilisée pour l'absorption. Ça a d'autres avantages, notamment sur les sécrétions hormonales. Et c'est d'ailleurs suite à ces travaux de recherche dans ce domaine-là qu'avec Marc Barthé, on a eu cette idée de se servir de cette technique pour ce patient qui, lui, n'avait pas besoin de maigrir, puisque déjà, il était très maigre. Mais vous parliez de futur. Nous, on croit vraiment avec Marc Barthé que ce qu'on appelle les NOTS, on n'a pas employé ce terme jusqu'à présent, mais c'est ce dont il s'agit, c'est-à-dire la chirurgie par les orifices naturels, c'est un acronyme anglais. Eh bien, à notre sens, c'est un vrai futur pour la chirurgie, c'est-à-dire que très probablement, il faut accentuer la recherche dans cet axe-là, parce qu'on pourra faire un grand nombre d'interventions chirurgicales par ce biais-là, si l'industrie suit et si les instruments se développent. Oui, vous confirmez, professeur Barthé, on peut dire que l'endoscopie, la chirurgie endoscopique fait un bond. Aujourd'hui, ça ne sert plus qu'à voir ce qu'il y a dans le corps, enlever des polypes. C'est une vraie intervention. L'endoscopie, au départ, était uniquement un geste diagnostique.
puis ça devient de plus en plus un geste thérapeutique avec des gestes relativement simples, comme vous dites, d'enlever des polypes. Alors on peut enlever des plus grosses, et on progresse régulièrement dans l'agressivité, je veux dire, du geste endoscopique. Et maintenant, l'endoscopie a fait un pas dans la direction de la chirurgie, de la même façon que la chirurgie a fait un pas dans la direction de l'endoscopie. Donc on est en train de se rejoindre au milieu, ce qui pose un problème de formation, à tel point qu'on est en train de créer une nouvelle discipline en France. Donc on est un peu les pionniers dans le monde pour ça, de chirurgie endoscopique, qui est une discipline spécialité, qui est ce que vous souhaitez ? Une spécialité entre la gastro-entérologie médicale et la chirurgie digestive, dans laquelle on pourra inclure des chirurgiens et des gastro-entérologues. Oui, et vous également en tant qu'infirmière, ça sera intéressant peut-être d'avoir une spécialité qui n'existe pas non plus pour les infirmières de bloc. C'est vrai que ça serait bien qu'on soit reconnue comme infirmière spécialisée en endoscopie. D'accord, un souhait commun donc. Alors ce n'est pas le seul exploit médical, hein, puisque quelques semaines avant cette première mondiale, il y a eu une procédure endoscopique qui a été réalisée, cette fois pour traiter une maladie de la motricité de l'œsophage. Cette fois aussi, c'est un patient qui ne pouvait plus s'alimenter, c'est ça ? Voilà, c'est un patient qui ne pouvait plus s'alimenter parce que son œsophage fonctionnait mal. L'œsophage, en fait, c'est un élément moteur, hein. Les aliments ne tombent pas par simple gravité, ils sont propulsés par des contractions avec une ouverture de la porte entre l'œsophage et l'estomac, et tout ce système ne fonctionnait pas. Oui, on a une image justement pour bien situer comment ça se passe avec l'œsophage. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc l'œsophage entre la bouche, hein, tout en haut, et l'estomac qui est rose, qui est un petit peu plus bas. Donc c'est ce tuyau rouge, mais ce n'est pas qu'un tuyau. En fait, c'est un véritable organe qui a une fonction de contraction. Donc c'est ça, lui, il avait trop de contractions ? Donc lui, en fait, les contractions n'étaient pas propagées. Donc les aliments ne pouvaient pas descendre spontanément. Et la porte en bas qui fermait entre l'œsophage et l'estomac ne s'ouvrait pas. Donc il ne pouvait plus s'alimenter. C'était un jeune. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ce reportage tourné à l'hôpital Nord par Thierry Lalin pour la PHM. Il a rencontré justement ce patient soigné pour achalasie. Un nouveau traitement endoscopique permet de soigner efficacement les patients atteints d'achalasie. Alors l'achalasie, c'est une maladie des contractions de l'œsophage qui entraîne la disparition complète des contractions de l'œsophage et également une abolition du relâchement du muscle qui sépare l'œsophage de l'estomac. Donc les aliments ne sont plus propulsés dans l'estomac et en plus ils ont une barrière au niveau de la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Le patient ne peut plus avaler les aliments, il maigrit et il régurgite ces aliments qui ne peuvent pas passer dans l'estomac avec des risques d'inhalation, c'est-à-dire de passage des aliments dans les bronches. Jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près, je mangeais tout à fait normalement. Puis ça a commencé par des petits bruits, donc je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que, vu les symptômes, que c'était une hernie hiatale. Et au fur et à mesure, ça a commencé par certains aliments compacts, genre le riz, genre la semoule, ça commençait à plus passer. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé à toucher une grande partie d'aliments jusqu'à que ce soit qu'on se pose des questions, parce que j'arrivais plus trop à m'alimenter, je maigrissais. Une nouvelle technique, intitulée POEM, pour paire orale endoscopique myotomie, combine les avantages de l'endoscopie et de la chirurgie. Cette procédure innovante, en cours d'évaluation, a vu le jour en 2008 au Japon. Elle se fait par voie naturelle et permet de sectionner les fibres de la paroi musculeuse. Le principe consiste à faire un tunnel dans une paroi qui mesure 3 mm, donc d'ouvrir un espace qui était virtuel entre la partie superficielle de l'œsophage qu'on appelle la muqueuse et la partie profonde qu'on appelle la musculeuse. Donc on passe entre ces deux couches, on crée un nouvel espace, l'endoscope passe dans cette paroi et ensuite on expose bien la couche musculaire externe et on vient la sectionner avec un couteau spécial qu'on appelle un crochet. Cette technique est potentiellement plus efficace que la dilatation par ballon et donne moins de complications que l'intervention chirurgicale. L'hospitalisation dure environ 48 heures et les patients peuvent rapidement s'alimenter normalement. J'ai déjà pu boire et ça passe normalement, pas de soucis. Seuls 2 centres en France sont particulièrement expérimentés dans la mise en œuvre de cette méthode, dont le centre d'endoscopie digestive de l'hôpital Nord. Les médecins de ce centre, à vocation hospitalo-universitaire, développent, à travers leur activité et en collaboration avec le Conseil national des universités, la mise en place d'une nouvelle spécialité médicale, la chirurgie endoscopique, spécialité vouée à intégrer le cursus universitaire spécialisé. Alors des gestes très techniques, on l'a vu, est-ce qu'en cas de problème, vous pouvez ouvrir rapidement le patient ?
Alors moi, les patients, je ne les ouvre pas à travers la peau, comme vous l'expliquez, je les ouvre par l'intérieur. Je peux faire déjà beaucoup de réparations par voie endoscopique. Hein. Je peux réparer moi des complications que je peux avoir, et puis je peux aussi réparer des complications de chirurgie, mais certaines des complications parfois peuvent être très très embêtantes, et on a parfois recours à la chirurgie. Donc on travaille toujours en concertation avec le professeur Barda, donc on est de main dans la main. Donc si jamais il y a un problème de lui ou de moi, on arrive l'un et l'autre à gérer tous les problèmes. Et pour ce jeune patient qui ne pouvait plus s'alimenter, est-ce que le résultat est durable aujourd'hui? Le résultat apparemment il est extrêmement durable. En tout cas, la littérature sur les cas qui sont connus dans la littérature sont prolongés dans le temps. Hein. Il y a plus de 90% de bons résultats à 1 an, donc c'est déjà très très bien. Et lui, pour l'instant, va extrêmement bien, avec une intervention qu'il a très peu immobilisé à l'hôpital. Les autres recours, qu'est-ce qu'il aurait été possible de faire? C'est une très bonne question. C'est une chirurgie très délicate. D'abord, c'est de la chirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire que ce sont des patients quelque part qui n'ont pas de tumeur, n'ont pas de cancer, n'ont pas des choses très graves, mais qui sont quand même très gênés. Donc non seulement c'est une chirurgie pour des gens qui sont souvent jeunes, mais qui est parfois une chirurgie très lourde. Pourquoi des patients jeunes? Parce que c'est souvent des patients qui ont des troubles fonctionnels, qui arrivent très tôt dans leur âge et donc qui sont gênés par ça. Mais ce sur quoi votre question posait, quelles sont les autres solutions, je dirais que c'était un petit peu ce que vous disiez à la fin du reportage. Pour faire une image, si vous êtes à statut de David et que vous voulez aller sur Vieux-Port, il y a plusieurs chemins possibles, hein, on le sait aujourd'hui. Eh bien c'est un petit peu pareil. Aujourd'hui on a une gageure, c'est de traiter un problème, et on a plusieurs chemins qu'on peut prendre. Il y a des chemins endoscopiques, des chemins chirurgicaux, et toute l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à faire à établir ce panel de possibilités, et surtout le faire à travers une collaboration médico-chirurgicale, que chacun ne développe pas son propre chemin, mais plutôt on découvre cette espèce d'espace commun entre des spécialités dans lesquelles on peut exploiter toutes ces techniques. Donc ce sont des techniques délicates, ce sont des chirurgies difficiles, des gestes difficiles, hein, très techniques, qui ont un vrai danger vital, hein, quand on fait cette technique où on ouvre l'œsophage en partie, que ce soit endoscopiquement ou chirurgicalement, le patient peut y laisser la vie, parce qu'il y a parfois des complications graves. Infirmières comme médecins sont des spécialistes. Absolument. Et donc l'idée, c'est de trouver les techniques les moins agressives possibles en collaboration. Parce qu'avec une chirurgie classique, peut-être que ce patient n'aurait pas pu se réalimenter dès le lendemain? Non, bien sûr que non, il n'aurait pas pu, il serait resté d'abord beaucoup plus longtemps à l'hôpital. La chirurgie est beaucoup plus agressive, avec des risques infectieux, des risques pulmonaires, et donc là, les suites opératoires ont été extrêmement simples. Donc c'est vraiment une nouvelle chirurgie. D'ailleurs, c'est assez étonnamment, c'était inventé par un chirurgien thoracique japonais que je connais bien. Et c'est lui qui m'a formé d'ailleurs cette technique. Et voilà, c'est pas un endoscopiste qui a imaginé ça, c'est un chirurgien thoracique qui a imaginé cette technique. Voilà. Qui, à mon avis, c'est développé pour votre spécialité, c'est ça? Voilà, qui est développé pour notre spécialité. Et ce chirurgien d'ailleurs ne fait plus que de l'endoscopie chirurgicale, il ne fait plus que des portes d'accès par les voies naturelles, ce qu'on appelle le NOTS. Est-ce que c'est la chirurgie du futur pour vous? Je pense que de la même façon que M. Berda vous dit qu'il y avait un panel de voies, vous voyez que l'endoscopie, il y a l'endoscopie dans la lumière digestive, qui est la première connue, classique. Il y a l'endoscopie en dehors de la lumière digestive, ce qu'on a fait avec cette jonction entre l'estomac et l'intestin grêle, le duodénum, donc extra-digestive. Et puis il y a l'endoscopie qui est dans la paroi digestive, où on promène l'endoscope maintenant dans la paroi digestive. Donc c'est, vous voyez, des modes d'accès très différents, mais toujours par naturel. Est-ce que tous les patients peuvent bénéficier d'une telle chirurgie? Clairement, oui. A priori, elle est moins agressive, donc je crois que la limitation ne sera pas le patient. Des patients ont des contre-indications anesthésiques, des contre-indications opératoires. M. Barthé a évoqué les troubles de la coagulation qui nous posent souci parfois, mais globalement, les vrais problèmes, c'est la compétence des gens qui vont les prendre en charge. Et je crois que c'est important que les équipes se forment, et c'est l'objet justement de notre travail hospitalier universitaire. Exactement. Notre rôle, c'est bien sûr d'avancer et d'innover, mais c'est aussi d'enseigner, et ça pour moi c'est fondamental, d'enseigner des techniques qui sont reproductibles, et c'est ce qu'on espère pouvoir faire avec Marc Barthé. Alors Corinne Valentini, on l'a vu, une bonne entente entre les deux chirurgiens autour de la table, c'est important, j'imagine, cette bonne entente entre les équipes? Oui, et puis parce que je suis là, je voudrais parler au nom des endoscopies digestives de l'hôpital Nord et remercier le professeur Barthé pour nous faire vivre et partager... Un message donc. Oui, tout à fait, un message. Une passion. Voilà, cette passion, voilà, nous sommes impliqués à tout niveau, tout personnel, et nous prenons beaucoup de plaisir à travailler. Il y a une très bonne ambiance dans le service et on prend plaisir à venir le matin travailler. Parce que j'imagine que personnellement, vous êtes contente d'apprendre des choses, d'aller sur un terrain un petit peu inexploré? Tout à fait, et on est là, on est à la pointe de la technique, et on est sereine de travailler avec le professeur Barthé, et on prend beaucoup de plaisir. Professeur Barthé, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la chirurgie endoscopique devienne une discipline? Qu'est-ce qui manque? Il manque la formation.
Bon, il y a encore des progrès à faire dans des axes de recherche. M. Bada vous a dit qu'on a développé encore des projets au sein du laboratoire. Et puis, il manque la formation, c'est-à-dire qu'il faut former, nous, les gastro-entérologues médicaux qui font l'endoscopie, à cette endoscopie chirurgicale. Donc, il faut qu'ils aient des notions d'anatomie, de chirurgie et de stratégie opératoire. Et il faut aussi former des chirurgiens à cet accès par les endoscopes, à la manipulation des endoscopes et à la stratégie de l'endoscopie. C'est pour ça qu'on est en train de faire cette discipline commune où ça sera pour le bénéfice de tout le monde, hein, où après on aura des gens formés pour travailler par la voie naturelle. Professeur Berda, une nouvelle voie, peut-être qu'on pourrait utiliser cette chirurgie pour traiter le cancer de l'œsophage? Alors pour traiter le cancer d'œsophage, je dirais que c'est un domaine compliqué et difficile, mais en tout cas pour traiter les tumeurs en général, oui bien sûr, à partir du moment où on sera moins agressif, on sait que l'immunodépression sera moindre et que les cancers, on l'espère, seront mieux traités. En tout cas oui, les cancers ne sont pas un obstacle à ce type de technique. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de C'est la santé. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir tous nos magazines sur le site de LCM, lcm.fr.